Elevator, the podcast. Bienvenue dans Elevator, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Lison Di Martino. Bonjour Lison. Bonjour. Lison, tu es déjà, tu as 27 ans et tu as 1 milliard de casquettes. Ouais. Tu es comédienne, tu es artiste, créatrice aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression que tu es un roman. Je vais t'expliquer comment je vois les choses. Dis-moi. Tu es un roman d'aventure introspectif. C'est coloré, c'est dynamique, c'est plein de joie et plein de belles choses. Parfois avec des choses un peu aussi holistiques, un peu magiques. Ouais. C'est comme ça que je te vois et que je vois je suis très contente. que je vois ton histoire. Mais aujourd'hui, tu es là avec nous pour nous parler de ton moment de bascule. Ouais. Quelque chose en particulier qui a fait que il y a eu un mouvement. Ouais. Une remise en question peut-être. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bah oui, bien sûr. Déjà, je suis trop contente d'être là. Merci pour cette invitation. Et en fait, je dirais que j'ai la sensation d'avoir commencé une deuxième vie il y a 3 ans. Et du coup, j'ai eu un moment de bascule il y a 3 ans où j'ai vécu une rupture amoureuse. Mais c'était pas la rupture amoureuse qu'on l'entend... qu'on peut vivre, parce que j'ai déjà eu des ruptures amoureuses avant, mais celle-là, elle a tout changé. C'est une rupture où je me suis vue mourir, en fait, ce jour-là. Je me suis fait quitter et cambrioler le même jour. Alors, en plus, ça, c'est vraiment... Ok, donc déjà, c'est pas toi qui as décidé de mettre un terme à cette relation. C'était une relation de combien de temps ? Mais c'était 1 an. Donc, Ok. on vivait ensemble. Et je savais... Il y avait plusieurs moments où je savais qu'il fallait partir. En fait, à partir du moment où tu commences à te détester toi-même, c'est un signe qu'il faut partir. Donc, je me détestais dans la relation. Je me détestais le fait qu'il me déteste aussi. Et puis, je le détestais aussi. Donc, il y a plus... mais en fait, j'étais dépendante affective. C'était horrible, quoi. Je pouvais pas partir. Et en fait, il a décidé de partir, quoi. Et là, ça faisait des mois que j'étais en souffrance. Et pour moi, dans le couple, il y a 2 choses. Il y a soit le couple, il est élévateur, soit le couple est destructeur. Et là, c'était ça, on était en plein dedans. Donc, il est venu réveiller tout ce qu'il y a de plus sombre en moi, les humains, je pense qu'on porte un peu des masques tous au quotidien. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, des blessures, des traumas, des peurs. Et en fait, il est venu réveiller tout ça en moi. Et je me le suis pris en pleine face. C'était qui la Lison de l'époque à ce moment-là ? La Lison de l'époque, à ce moment-là, je pense que des fois, je revois des photos et je me dis, c'est pas possible que c'était moi. Enfin, tu vois, tu parlais de l'holistique, énergétiquement parlant, je dégageais, mais pas du tout la même chose. Et pourtant, aux yeux de la société, je faisais partie des hauts standards. Je sais que je suis une belle femme, je suis grande, j'avais fait un concours de beauté, etc. Et pourtant, à l'intérieur de moi, mais c'était catastrophique, quoi. C'était une jeune fille qui a tout le temps peur de tout, qui avait peur qu'on l'abandonne, qui s'accrochait aux gens, qui avait cette image de femme parfaite. Je voulais que les gens m'aiment, je voulais correspondre à tout le monde, en fait. Je cherchais l'amour chez les gens, en fait. C'était vraiment ça. Tu parles d'un petit concours de beauté, on va pas s'étaler dessus parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de cette dynamique de mouvement de bascule, mais c'est quand même, t'as fait Miss France. T'as fait Miss France, et là, je pense qu'on a quand même c'est pas nous qui avons des attentes, mais le regard des autres, il a dû changer à ce moment-là, ça a dû avoir un impact. Ouais. Et puis comme tu dis, c'est très standardisé. Il faut être féminine, faut être belle, faut être machin, faut être tout le temps nickel. Nous, c'est vrai que moi, quand je vois les gens sur les réseaux sociaux se mettre devant Miss France et critiquer les Miss, mais arrêtez tout, quoi. Je me mettrai jamais dans cette position-là. Pour moi, vous êtes toutes belles, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Et une relation à son corps, peut-être qu'il doit aussi, à son physique et à soi, qui doit avoir... Mais déjà, il faut énormément de courage pour se présenter à ce genre de concours. Et je pense que j'étais tellement en détresse, parce que aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que je me représente à un concours comme ça, jamais. La Lison d'aujourd'hui, elle le ferait pas. Mais je pense que j'étais vachement en recherche d'amour. Et je l'ai compris plus tard que je cherchais juste l'attention de mes proches à ce moment-là. Mais par contre, ça m'a détruit, ça m'a énormément apporté et on va pas s'éterniser dessus. Je suis très reconnaissante. Mais tu le disais, par rapport au corps,
J'ai eu des TCA, mais horribles, un rapport à mon corps horrible. Je l'ai fait pour prendre confiance en moi. Et en même temps, ça m'a pas du tout aidé, quoi. Ok. Pas du tout. Donc, quand tu vois ces photos, tu dis ça a fait ressortir ce qu'il y a de pire en toi. Ouais. C'est quoi? Est-ce que ce sont des actions, ce sont des ressentis, ce sont des... Non, je pense que c'était juste une petite fille qui avait juste besoin d'amour. Quand je vois ces photos-là, je me dis juste une fille qui a... Ouais. On parle souvent de notre petite fille intérieure, tu vois, ou de son petit garçon intérieur, et c'était vraiment ça. Je pense que je cherchais juste de l'amour auprès des gens. Et du coup, ça se transforme en dépendance affective, en la peur de l'abandon, la peur du rejet, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. En fait, c'est tout ça qui s'en traduit, quoi. Et t'as voulu fuir ça, et puis la peur de l'abandon, et puis un jour, on te quitte. Ouais, c'est ça. Et là, tu te prends tout. Et en fait, c'était pas que lui qui me quittait ce jour-là. C'était comme si j'avais 25 ans à l'époque, donc c'était j'avais 23 ans, je crois. Et c'était, genre, je me réveille et c'était comme si comme si j'étais morte et que je me faisais vraiment le fil de ma vie, de ces 23 dernières années. Et de me dire, mais attends, mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui qu'on me respecte pas, ça date pas d'aujourd'hui qu'on me marche dessus, qu'on respecte pas mes limites, qui je suis, etc. Que j'arrive pas à exprimer mes émotions, ce que je ressens, qu'on m'écoute pas, que je sais pas qui je suis, mais que j'essaye de correspondre à quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment tout ça qui est revenu, quoi. Comme si tu meurs et là, on te remonte ton film de ta vie. En fait, t'es pas contente. Tu te dis, mais c'est ça ma vie, c'est ça que je vais laisser, c'est ça que j'ai envie de vivre. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'à cette époque, tu écrivais déjà, et cette introspection, cette réalisation de ce moment-là, elle a mis combien de temps à se faire? Est-ce qu'elle s'est fait immédiatement en mode, OK, il y a ça, on passe à l'action, ou est-ce que ça a été un chemin? Alors déjà, j'écrivais plus. Okay. Je sais que j'écrivais quand j'étais petite, mais toute cette partie-là, j'écrivais plus. Et au moment où ça s'est passé, ça a vraiment fait un switch vraiment dans ma tête, où je me suis dit, en fait, plus jamais je serai malheureuse, plus jamais je donnerai le pouvoir à quelqu'un de me malmener, ne pas me respecter, plus jamais je passerai à côté de moi. En fait, c'était vraiment ça ma force intérieure. Et en fait, ça a été un chemin. Vraiment un chemin. Je suis passée par peut-être 8 mois de grosse dépression. Ce que j'ai appelé, et ce qu'on appelle beaucoup en spiritualité, c'est la nuit noire de l'âme. C'est vraiment où, en fait, pour pouvoir voir la lumière, il faut connaître les ténèbres. Et c'est ce que j'ai vécu. C'était vraiment, je me couchais, il devait être 8h du matin, j'avais peur de m'endormir le soir. Du coup, j'ai dû reprendre un appartement, etc. Donc, je vivais seule, peur de m'endormir. J'avais des douleurs, mais au point de vomir de douleur, quoi. C'était vraiment un truc, mais horrible. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre ça. Et en fait, ça a été un long chemin. Mais je savais que j'y arriverais. C'est quoi les premières étapes les premières choses que tu as mis en place pour sortir? Tu as construit ta petite échelle au fur et à mesure pour sortir de tes ténèbres, ouais. J'imagine ça comme ça. En fait, finalement, c'est une sorte de, comme tu l'as dit, il y a eu cet effet de mort, mais du coup, il y a eu cet effet de renaissance aussi. Ah ouais. Ah, c'est magique, ce moment-là. Et ça a mis combien de temps et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir une sophrologue. J'avais déjà été suivie par une psychologue dans le passé. Et en fait, je voyais pas d'évolution. Et en fait, je me suis dit que là, fallait changer de méthode. Et pour moi, et parce que je l'ai testé, une guérison, pour qu'elle soit profonde et vraiment efficace, en fait, il faut qu'elle passe par le corps. On peut conscientiser des choses, on peut mettre des mots sur le fait que voilà, on a peur de l'abandon parce que peut-être on a été abandonné par notre père ou notre mère à la naissance, ou qu'on a perdu quelqu'un, etc. Mais en fait, nos corps, ils ont c'est comme des bleus, enfin, on a des mémoires en fait dans le corps, et tant qu'il n'est pas évacué, ça reste en nous, tous ces trucs-là. Et du coup, la sophrologie, donc j'ai commencé par voir une sophrologue que j'avais rencontrée 2 ans auparavant, qui m'avait dit, disons, j'aimerais bien te suivre. Et en fait, je l'ai jamais rappelée parce que j'étais pas prête. Donc quand je l'ai rappelée 2 ans plus tard, elle m'a dit, t'as mis du temps quand même. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin et que moi j'appelle l'éveil spirituel, quoi. C'est vraiment le chemin vers soi-même, vers l'amour de soi. Et que je souhaite que tous les êtres humains le vivent un jour parce que c'est magique.
concrètement, en tant qu'action, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites parce que tu parles beaucoup donc la spiritualité, de ce que ça a fait sortir de ton corps, les émotions, tout ça, tout ce qu'on ne voit pas, en fait, finalement. C'est ça. Est-ce que tu as mis des choses aussi en place pour ton corps à travers le mouvement, par exemple? Toi, là, je pense à Compostelle. Ouais. Je pense que... Est-ce que ça fait partie de ta reconstruction ou c'est encore bien plus tard? C'est bien plus tard. Okay. Mais ça suit son cours, en fait. Je pense que quand ça s'est passé, donc j'étais suivie par une sophrologue, je me suis aussi écrit une lettre par jour pendant plusieurs mois. Donc j'avais besoin de passer par ce processus d'écriture et de mettre des mots sur mes émotions. Au début, j'écrivais des lettres pour lui, c'était très noir, il y avait beaucoup de haine, etc. Et au fur et à mesure où j'avançais dans les mois, il y avait beaucoup plus d'amour, c'était plus pour moi que j'écrivais et je suis trop contente d'avoir fait ça. Donc il y avait ce travail de journaling, avec la sophrologue on passait par le corps. J'ai testé toutes les techniques de méditation, de respiration, de libération émotionnelle par la respiration. Je suis partie dans des retraites spirituelles à Bali, au Maroc, j'ai rencontré plein de monde. En fait, j'ai voulu vraiment tout tester, vraiment tout tester. Je me suis remis à la danse à cette époque-là. J'ai commencé le heels aussi, un truc très féminin sur talons j'avais besoin de me reconnecter aussi à mon corps, à ma féminité. J'avais besoin de ce truc-là aussi, le heels. Je sais pas, il y a une force dans cette danse que j'aime beaucoup. Et ça, je l'ai fait aussi. Est-ce que du coup, donc, je rebondis là-dessus, c'est que cette rupture aussi, elle a fait que tu as perdu le vrai sens de ta féminité? En fait, j'ai tout perdu. Ouais. Vraiment, j'ai tout perdu. Il a fallu que... j'aime beaucoup dire ça, donc vivre comme si j'étais morte, donc dire au revoir à l'ancienne version de Lison, en faire le deuil de ce que j'étais avant, et puis après sauter dans l'inconnu. Genre, qui est Lison? Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi ses centres d'intérêt? J'ai eu l'impression d'être un petit bébé qui découvre la vie. Tu sais, cette insouciance d'être enfant, de courir partout, de peindre et de dépasser dans la feuille, de danser, de rigoler, de pleurer, de courir, tous ces trucs-là. De vivre, quoi. En fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment vivre et se sentir exister à l'intérieur de soi. De se sentir respirer, de se sentir essoufflé. Ça, c'est finalement vivre pour soi et puis pour les autres. Ouais. Et est-ce que... Donc, ton chemin avec la sophrologue... D'ailleurs, est-ce que tu as relu les lettres que tu as écrites? Non. Pas encore. Non, elles sont fermées dans une boîte. Non, je crois pas. Ok. Mais je les garde, par contre. Vraiment, je vais les garder jusqu'à temps que j'en aurai plus besoin, mais pour l'instant... Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas les ouvrir? Peut-être, ouais. Okay. Peut-être les relire une dernière fois, et puis après les brûler, je sais pas. Est-ce que tu penses... Du coup, tu parles d'une dernière fois avec les lettres. Est-ce que tu considères aujourd'hui que le chemin, il n'est pas encore terminé? C'est le chemin de vie. Ouais. Ok. J'apprends encore aujourd'hui. Des fois, il y a des situations où je me confronte à mes émotions, où je me dis « Ah, j'ai une petite réticence dans le corps. Bon, bah ok, il y a encore du chemin à faire. » Et puis, je le vois même plus comme une... Au début, je le voyais vraiment comme une contrainte en me disant « Mais je suis juste une jeune femme qui est malheureuse, qui a peur de tout. » Et aujourd'hui, quand je vais voir ma sophrologue, je me dis « Ah là, impossible qu'elle me piège, je me sens hyper bien dans ma vie, je vais pas pleurer, etc. » Et puis finalement, elle ouvre une autre porte que j'avais pas vu venir, que je cachais. Et je le prends même plus comme quelque chose de dur. Je suis en mode waouh, genre c'est un voyage. C'est vraiment un voyage. T'en apprends encore plus sur toi-même en fait. C'est ça qui est beau. Et tu utilises toi le voyage aussi pour le vrai voyage, au-delà de spirituel, hein, le voyage physique. Ouais. Je vois toutes les aventures que tu partages. On reviendra sur la notion un peu plus sportive ça fait partie aussi de ton quotidien. Ouais. Ça évoque quoi le voyage pour toi? Je pense à plein de voyages. Je pense aussi celui à Las Vegas avec ta meilleure amie. Oui. Je pense à Compostelle. Je pense au dernier aussi auquel au Pérou. Au Pérou. Pardon. Ouais. Parle-nous un peu du voyage. Mais déjà, quand on parle de Las Vegas et du Pérou et de Compostelle, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pour ça que c'est fou, mais il y a quand même je trouve une dynamique commune. En fait,
ma dynamique à moi, c'est de vivre. Voilà. C'est vraiment, je me suis laissé aucune limite. Et en fait, quand tu te retires du regard des autres, quand on n'a plus rien à faire de ce que les gens pensent de toi, de ce que tu renvoies, de comment t'es, etc., comment tu te comportes, en fait, t'es libre. Il y a vraiment une liberté qui s'offre à toi. Et du coup, je me considère comme une yes man où toutes les expériences, je veux les vivre. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je veux pouvoir les vivre. Et dans le voyage, il y a quelque chose de, je sais pas, je vais revenir sur Compostelle, et le Pérou. Tu sais, tu pars qu'avec un sac à dos, tu prends rien avec toi, et il y a vraiment ce truc de lâcher, déjà, dans ce truc de voyager. De se dire que tu pars et tu laisses tout ce qu'il y a à un endroit, tu te sens déjà plus libre, plus légère en toi. Et ça, j'aime beaucoup. Et de te découvrir à travers le voyage. Au-delà de découvrir le pays, en fait, tu te découvres toi dans le voyage. Les rencontres que tu vas faire, comment tu vas gérer telle ou telle situation, etc. Et c'est ça que j'aime le plus, quoi. Selon toi, c'est lequel qui t'a le plus ouvert les yeux? Le Pérou, là, je me suis pris une claque, hein. Et pourtant, sur 15 jours de voyage, j'ai été malade 10 jours, avec un séjour à l'hôpital. On m'a parlé d'être rapatriée en France, parce que je manquais d'oxygène, puisque le Pérou, c'est haut en altitude. Donc nos corps, ils sont pas préparés à ça. Et pour autant, je suis hyper reconnaissante de ce voyage. J'ai coupé mes cheveux. Oui, j'allais te poser la question. Est-ce que en revenant, t'as coupé tes cheveux ou pendant le voyage? J'ai coupé mes cheveux le 2e jour. Je me sentais lourde. Il y avait un truc, je crois aux mémoires émotionnelles dans les cheveux. Okay. Et je les avais jamais eu courts, donc je me les coupe de temps en temps, mais jamais à cette hauteur-là, quoi. Et mon meilleur ami est coiffeur, et je lui ai dit, faut que je me débarrasse. Là, il y avait un truc qu'il fallait lâcher, et je pense que c'est ça qui m'a le plus changé là-bas. C'est pas Coco Chanel qui disait c'est une femme qui se coupe les cheveux ou je sais pas quoi, elle s'apprête à une nouvelle vie, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Mais concrètement, la symbolique, elle est là aussi. Elle est forte, ouais. C'est que voilà, c'est un nouveau mois, c'est une nouvelle étape. Ouais. C'est un nouveau step et donc sur ces voyages, t'es toujours partie accompagnée? Non. Compostelle, je suis partie toute seule. En fait, j'ai commencé à voyager seule à partir de la rupture amoureuse. Okay. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis fait quitter et cambrioler, oh là là, non, mais le même jour. Hein. Là, c'est le combo gagnant. C'est quand l'univers, il te dit, il y a un moment où il faut changer de vie. Ouais, c'est terrible. Et je suis partie à Londres 3 jours après. J'ai pris un billet et je suis partie toute seule. Je suis arrivée là-bas, je pleurais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et le séjour en lui-même, il était dur. C'est-à-dire que j'ai pas tellement profité de Londres. J'ai pleuré tous les jours, mais ça reste un truc, quoi, de se dire, d'avoir la force de se choisir soi et de partir. Juste en disant, en fait, là où je suis en train de mourir, et juste de partir. Et je trouve ça fou, quoi. J'ai trop de bons souvenirs et je suis trop reconnaissante de ça. Et il faut que... Enfin, j'en parle beaucoup du voyage en solo, mais c'est tellement différent de voyager solo et avec quelqu'un. Ouais, je partage ton avis. Alors, je crois que j'ai pas encore vraiment voyagé solo. Mes petits voyages à moi, c'est quand je me lance 30 heures sur un ultra. Mais il y a des introspections qui sont intenses. Je sais pas ce que tu en penses. Si toi, ça s'était arrivé pendant tes voyages, c'est que il y a des moments que jamais, en fait, dans le tumulte de la vie, dans ce monde à fond dans lequel on vit, un moment où, en fait, t'es au milieu de nulle part. Ouais. T'as rien. Même si les courses aujourd'hui sont très aseptisées et tout ça, mais à un moment donné, tu te retrouves dans la pampa corse, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, et puis il y a un moment, il y a quelque chose qui va ressurgir de l'intérieur. Ouais. Et puis là, ça va être l'imaginaire, l'introspection. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ah oui, plein de fois, ouais. Mais quand il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent « J'aimerais partir en voyage solo, j'ai peur, etc. » Moi, je le dis, ça va être incroyable, mais c'est pas non plus facile tout le temps. En fait, on vit des émotions ultra fortes. Il y a un moment donné où tu vas te sentir hyper seule et tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi j'ai fait ça ?» Et à un moment donné, tu vas marcher nulle part avec une musique et comme tu as dit, ça va faire ressortir un truc. Moi, souvent, je pleure en marchant et après, je finis par rigoler parce que je suis hyper reconnaissante d'avoir lâché ce truc-là maintenant.
c'est très paradoxal, mais ça prouve qu'on est vivante, en fait, et qu'on vit des émotions et qu'on les laisse s'exprimer. Et ça c'est merveilleux, quoi. Aujourd'hui, comment ton rapport à la solitude, toi qui étais une dépendante affective, c'était quand même, tu dis, c'était très fort, ça t'emmenait dans tes côtés les plus sombres. Aujourd'hui, tu vis comment ces moments de solitude? Est-ce qu'ils sont bénéfiques? Est-ce qu'ils sont nécessaires? C'est fou parce que avant j'avais tout le temps besoin de quelqu'un et maintenant j'organise ma semaine et je mets d'abord mes moments seuls et après je mets les trucs en groupe, quoi. Typiquement aujourd'hui j'ai retrouvé quelqu'un, je suis en couple et ma relation, j'ai jamais vécu une relation aussi saine que celle-là, mais elle aurait pas été saine si j'avais pas fait le chemin avant. En fait, j'étais toxique pour moi et j'étais toxique pour l'autre aussi. Et là, sur le fait qu'on a une relation saine, c'est parce que lui aussi a fait ce chemin-là aussi. Et j'ai pas de mal, par exemple, si on va se voir un week-end, je vais lui dire, écoute, là, j'ai besoin d'être seule pendant quelques jours, quoi. Et ça veut dire que je me connais moi maintenant. Je connais mes limites et je sais aussi mes besoins. Et je communique dessus. Et ça, c'est ultra important. Qu'est-ce que tu penses du fait d'être égoïste, mais pas dans le sens vraiment pour soi? Parce que c'est un peu de l'égoïsme de se dire... parce que c'est vrai que là, je vais reformuler ma question, mais parfois, voilà, ça peut paraître égoïste, mais en fait, c'est des choses qui sont bonnes pour nous. Donc oui, c'est de l'égoïsme, mais pas toxique. Non. Moi, je le vois pas du tout comme l'égoïsme. Moi, je le vois comme de l'amour de soi. Ouais. Donc du coup, je mets quelque chose de négatif, moi je le retourne en truc positif. Et si lui, par exemple, il se sent frustré ou gêné et il trouve que c'est de l'égoïsme, c'est parce que du coup, ça met en lumière que lui, il a besoin de moi à ce moment-là. Que du coup, je comble un manque ou quoi. Et du coup, en fait, ça revient juste réveiller peut-être ses peurs à lui ou ses traumas à lui. Mais du coup, si moi, je lui dis, écoute, là, j'ai besoin de temps, je veux être seule, il me dit, ok. Du coup, ça va pas être de l'égoïsme, tu vois. Et puis, je le rappelle, mais il le sait, ou même avec quelqu'un d'autre, j'ai pas de mal avec mes amis. En fait, c'est pas contre lui que je fais ça, mais c'est pour moi que je le fais. Et du coup, ça change tout le curseur, en fait. Et je pense aussi le fait qu'il le comprenne, parce que je pense que tu as dû lui en parler aussi. Si je fais ça, je pense qu'aussi de libérer la parole sur justement le fait de se donner des moments pour soi, ça aussi, ça fait du bien dans cette osmose du couple. Mais par contre, j'arrive pas à le faire avec tout le monde. Ok. Tu vois, il y a encore des trucs où je trouve que c'est plus facile de le faire avec des gens qui me rencontrent maintenant aujourd'hui, qui connaissent cette nouvelle version de moi et que j'assume. Et du coup, c'est vraiment ancré. Du coup, c'est plus facile de s'assumer, d'être lison et de poser ses limites et de s'exprimer sur ses émotions. Mais par contre, avec des gens qui t'ont rencontré dans l'ancienne version, qui ont eu l'habitude que tu dises oui à tout, que tu te plies à leurs règles, etc. Là, je trouve que c'est dur de dire, écoute, là, j'ai besoin d'être seule. C'est pas que tu me déranges, mais que j'ai besoin de me recharger en énergie, etc. Là, c'est plus dur. Tu penses que c'est nécessaire de faire le tri dans son entourage? Je connais déjà la réponse, mais... Oui. Mais que ce soit le plus proche... La famille, c'est super dur. On en parle beaucoup avec ma sophrologue, et c'est toujours le sujet qui revient beaucoup parce que la famille, ils nous ont vu naître, on a grandi avec eux. Et c'est là où il y a tous les schémas dysfonctionnels qui ont été créés et qui ont fait qu'après, avec les autres, on a pu avoir des peurs, des traumas, etc. Et à chaque fois, ça revient, le sujet de la famille. Et elle me dit, Lison, c'est la truc de fin, quoi. C'est vraiment le haut de la pyramide, quoi. C'est le plus dur, en fait, à s'assumer qui on est, à poser ses limites, à dire non, etc. Donc, faire le tri dans ses amis, moi, je l'encourage vachement, je l'ai fait. Genre, vraiment, j'ai pas énormément d'amis. J'ai beaucoup trié. Et j'ai pris mes distances avec ma famille. Je les aime, mais quand c'est toxique pour toi, il faut, quoi. Ah oui, non, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est le plus dur à faire parce c'est le plus dur. Il y a quelque chose dans l'éducation, dans le fait de, voilà, oui, ses parents, oui, mais demain, peut-être qu'ils vont... Ouais, mais en fait, c'est pas bon pour moi et la personne dans laquelle je suis. Et puis, souvent aussi, il y a des traumas qui se transmettent
de la génération de nos parents et tout. C'est encore un peu tabou parce que forcément, quand tu veux leur en parler, mais de toute façon, j'ai fait mal les choses. Non, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. Voilà, c'est ça, voilà. Donc là, tu te prends la culpabilité. Et voilà. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur d'en parler avec eux, mais de prendre ces distances, c'est vrai que c'est un peu plus facile juste en coupant les liens, les paroles. Mais c'est vrai que voilà, s'écarter totalement, ça peut être un chemin compliqué. Tu parlais de ton nouveau compagnon. Oui. Et là, je vais basculer sur une dynamique un peu différente parce qu'on se recroisera sûrement ce week-end. Oui. Parce que voilà, on tourne actuellement en mars. Mais on est la semaine du Summit de Paris. Ouais. Parmi toutes les casquettes que tu as, tu as aussi celle de la sportive. Ouais. C'est quoi ton rapport au sport ? Est-ce qu'il y a eu un impact est-ce que le sport a eu, ou l'activité physique, au-delà du mouvement, d'aller de l'avant, du voyage, des marches, est-ce que le sport a eu un impact dans ta renaissance ? Oui. Bah, déjà, j'ai toujours été sportive. Moi, je suis une ancienne nageuse. J'ai nagé pendant 15 ans. J'ai fait sport-études. Mais j'aimais pas spécialement ça. On est 5 frères et sœurs, on est tous nageurs. J'ai la moitié de mes frères et sœurs qui sont maîtres nageurs. Donc, c'est vraiment ancré dans la famille, ce truc-là. Et je me souviens, à l'époque, j'avais dit à mes parents que je voulais arrêter et j'avais pas arrêté. Et j'en avais été même dégoûtée du sport. À cette période-là où je me suis séparée, j'avais arrêté complètement le sport avant. Et j'ai eu besoin de revenir. En fait, quand je me suis reconnectée à mon corps avec la méditation, la sophrologie, la respiration, j'ai voulu aussi le retrouver par le mouvement. Et en fait, comme une petite fille, j'ai voulu tester tous les sports. Donc, je me suis mis à faire de la danse, je me suis mis à courir, j'ai découvert la randonnée, j'ai testé le kung-fu, j'ai testé le surf, l'aviron, tout quoi. Et en fait, c'est vraiment la sensation de se sentir vivante que j'aime le plus. Je suis pas en recherche de performance, en tout cas pas pour le moment, mais juste de vivre des expériences. Et le sport le permet. Tu te sens libre quand tu es capable de courir, quand tu es capable d'aller nager, quand tu es capable de danser. C'est juste incroyable. Est-ce qu'il y a des moments forts que tu as vécu, que ce soit en course à pied, peu importe la discipline, un moment sportif que tu as vécu à ton niveau qui t'a fait vraiment remonter quelque chose, ressortir quelque chose en toi ? Est-ce que tu as participé peut-être à une course, à un challenge que tu avais envie de te donner, quelque chose, et qui t'a dit « Ouais, je ressens des émotions, c'est fort, c'est bon à prendre, quoi. » Le marathon de Paris des JO. J'étais vraiment dans l'année de ma séparation et on m'avait contactée pour participer. Et je leur ai dit « Moi, je suis pas capable, je cours pas du tout. » Et ils m'ont dit « Mais sinon, on croit en toi. » Et juste cette phrase-là, je me suis dit « Ok, je me lance dans cette aventure. » Et déjà, toute la préparation pour le marathon, ça a été incroyable. Parce que j'étais encore dans ma période de deuil, où c'était dur. Et en fait, de se mettre une discipline, d'avoir quelque chose à faire tous les jours pour aller courir, s'entraîner, et de savoir pourquoi on le fait, de le faire pour toi, je trouvais ça incroyable. Donc vraiment, déjà, toute la préparation, c'était fou. Le jour du marathon des JO, c'était le jour où il m'a quittée. Donc ça faisait les 1 an. Donc c'était un signe... J'en peux plus. Non, mais c'était fou. Donc, je l'ai vraiment pris comme un signe de la vie. Et en fait, j'ai vraiment pris les 42 kilomètres en mode... en fait, tu vas souffrir, tu vas peut-être mourir. Mais à la fin, quand tu vas passer la ligne d'arrivée, il va y avoir cette renaissance. Et l'émotion quand tu passes la ligne d'arrivée d'un marathon, c'était fou, quoi. J'ai pleuré, mais c'était incroyable. Et pour ça, je pourrais le refaire. Juste pour ce moment-là. Je pense que c'est ça, en fait, pourquoi on y retourne à chaque fois. C'est parce que ce moment d'émotion-là, il est inexplicable. Et en fait, il efface. Peut-être que j'ai souffert pendant 5 heures, mais les 10 secondes de pur bonheur, là, où je vais me sentir vivante et ça va être incroyable en moi, ça vaudra tout l'or du monde. Ouais, c'est ultra beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que, voilà, dans cet environnement, j'ai l'impression de vivre dans un microcosme, moi, en plus, avec mon entourage aussi, tu vois, où il faut être ultra performant, faut aller vite. C'est important de rappeler aussi que faut le faire pour soi. Ouais. Surtout. Et je pense que tu en es l'incarnation. Et puis le faire aussi pour vivre, peu importe son niveau, des émotions. Ouais. Peu importe la distance. Il faut bouger.
Est-ce que tu vois réellement Est-ce que pendant ton chemin pendant ta renaissance, j'aime bien appeler ça comme ça. J'aime bien aussi. Est-ce que il y a des points clés où tu dis waouh, je grandis là? Bah ouais, des trucs tout simples. On te propose un restaurant ce soir, t'as pas envie d'y aller et tu te justifies même pas. Ouais. Non, désolé, j'ai pas envie ce soir. Et là, tu te dis waouh, c'est fou parce que un an avant, t'en étais pas capable. Tu serais allé, t'aurais pris sur toi, ça aurait pris ta batterie énergétique, t'aurais fait semblant de passer un bon moment et tu serais arrivé chez toi et t'aurais peut-être pleuré parce que tu te serais pas écouté, tu vois. Juste, vraiment, c'est des petits trucs comme ça qui pop et tu te dis waouh, ok, j'avance. Un moment où t'as été contrarié de quelque chose et tu vas pouvoir exprimer je voulais t'en parler. Là, je me sens comme ça, j'ai été contrariée, peut-être que t'as pas voulu mal faire, mais juste, je te l'exprime, toi, qu'est-ce que t'en as ressenti, etc. Là, tu te dis, ah waouh, genre, c'est fou, quoi. C'est vraiment des petits trucs comme ça qui font plaisir, je trouve. Des petites choses du quotidien. Ouais. Au début de notre conversation, tu disais, quand je me voyais en photo, je me trouvais détestable. Ouais. Aujourd'hui, quand tu te vois en photo, tu dis quoi? Moi, j'aime bien. J'aime bien, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui a changé où j'incarne, tu vois. C'est quand je me lève le matin, je fais plus trop attention à comment je vais m'habiller, est-ce que je vais me coiffer ou pas je me coiffe même plus, je me maquille pratiquement plus, etc. Donc l'envie de plaire, c'est complètement il y a plus, ça n'existe plus. Parce que tu te plais à toi. Oui. En fait. et ça change tout. Ouais. Et maintenant, quand je me vois en photo, j'aime bien, je me trouve jolie, solaire. J'aime ce que je vois et puis je vois aussi le chemin parcouru. Oui. Et c'est ça qui est le plus beau. Me dire que j'en ai fait du chemin, mais ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Et j'ai tellement envie de... C'est ce que je dis sur mes réseaux sociaux, mais je souhaite à tout le monde de vivre ce chemin-là. Et pourtant, il est dur. Mais il en vaut la peine, parce qu'il y a la lumière au bout, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, t'écris encore ou est-ce que t'as des moments d'ancrage pour pas te perdre? Ah ouais. Surtout à Paris. Ouais. Oh. Surtout à Paris, tu peux vite perdre pied. Il y a beaucoup de gens, c'est très énergivore. Le métro, si t'entends quelqu'un se disputer à côté de toi, ça prend beaucoup, ça peut te stresser, etc. Donc, mon appartement, c'est vraiment mon petit endroit. Il y a de la couleur partout, où je me sens bien. Et j'essaye d'écrire. J'essaye d'écrire tous les jours un peu ce qui se passe dans ma journée, même s'il ne se passe pas grand-chose. Et les jours où ça va pas du tout vraiment écrire. Je pense que les jours où ça va vraiment pas, on a encore plus besoin de ces moments d'ancrage, que ce soit l'écriture, peut-être la danse, peut-être le sport, peut-être la méditation, mais encore plus. Genre même 2 fois plus dans ces moments-là. T'as un podcast aussi qui s'appelle L'effet papillon. Est-ce que aussi c'est pas une façon aussi de laisser une trace et de transmettre aussi? Oui, complètement. Déjà, en premier lieu, je le faisais pour moi. Et je pense même mon compte Instagram, même s'il existait avant, la bascule, elle a été faite pour moi dans un premier temps. C'était comme une thérapie de s'exprimer. D'ouvrir un micro, de s'enregistrer et de pouvoir vraiment raconter ce qui se passe. Et puis, on se sent aussi moins seul. Quand les gens t'écoutent et qu'ils te disent « moi aussi, je passe par là », on se sent vraiment moins seul. Et je me dis si ça peut faire du bien au moins à une personne, j'ai tout gagné. Si je peux, à travers mon histoire, dire que une vie en étant en paix malgré tout ce qui se passe autour de nous, ça existe, quoi. De s'aimer soi, de vivre pour soi, de tous ces moments-là. Tu parles de s'aimer soi. Donc, tu apprends à dire non, tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la confiance en soi? Parce que on se trouve bien, etc. Mais il y a souvent le beau miroir qui est le regard des autres. Ouais. C'est pas évident, on le dit toujours, c'est pas évident sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi ton rapport à la confiance que tu as en toi, pardon? En vrai, ça varie. Je peux pas dire que j'ai confiance en moi tous les jours. Il y a des jours où tu te sens moins bien dans ton corps. Quand tu t'approches de ton cycle menstruel, c'est une catastrophe.
Mais c'est toujours... j'essaye toujours de me reconnecter à moi. Si j'ai pas confiance en moi, en mon corps, bah peut-être faire une séance de méditation, dessiner, en fait tous les petits trucs qui vont me dire mais en fait je suis plus qu'un corps, je suis plus que quelque chose, je suis capable de tellement de choses quoi. Mais là je suis un peu perdue sur cette question parce que c'est encore tellement compliqué d'avoir confiance en soi aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit. Et typiquement, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un tri. Tu parlais de tri. Ouais. J'ai fait un tri aussi sur mes réseaux sociaux. J'ai le blocage très facile. Mais non, mais vraiment. Et si, par exemple, une fille peut me renvoyer à quelque chose qui me met en difficulté, alors qu'elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne se suit pas, je peux la bloquer. En me disant, écoute, genre moi, ça vient réveiller chez moi quelque chose où je me sens pas bien. Si pour ma santé mentale et mon bien-être, je veux plus la voir par hasard dans mon feed, je bloque. Voilà. Ouais, non mais c'est très simple. C'est très bien. Tu parlais de ton rapport au corps. Est-ce que tu as vu ton corps changer en 3 ans ? Oui, j'ai pris du poids. Mais c'était un remplissage d'amour, j'ai l'impression. Tu vois, comme si ces dernières années, j'avais été un peu vide. En plus, j'avais perdu énormément de poids au moment de la rupture. J'avais arrêté de m'alimenter pendant plusieurs mois. C'était vraiment la sensation peut-être de vouloir se faire du mal aussi. Je sais pas trop comment ça se traduit. J'avais aussi des antécédents de TCA, etc. Et puis, j'ai pris du poids. Mais ça m'a pas dérangée. J'ai pris une taille de jean. Ouais. Et en fait, c'était réapprendre à connaître ce nouveau corps-là, à me dire que je vais plus le priver de nourriture, mais maintenant, je vais lui donner à manger des bonnes choses, pour lui donner de l'énergie, pour être en forme. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Ça depuis, alors, je suis vraiment sobre depuis août l'année dernière. Mais en soi, je n'étais pas une grande buveuse, mais c'est tous ces trucs-là... qu'il a fallu réapprendre. Et du coup, et puis aussi, je m'approche de la trentaine, donc il y a le corps qui change aussi. Bien sûr. Donc c'est tout ça, en fait, qu'il a fallu expérimenter. Et c'est marrant parce que j'avais beaucoup de distance par rapport à mon corps et tout, et en fait, la sophrologie m'a aidée à le connaître, parce qu'on a des séances où fallait que je me touche comme ça. Donc au début, c'était très dur de se toucher soi. Juste même les épaules, tu vois, il y avait quelque chose d'impudique, où j'étais un peu gênée. Et maintenant, j'ai conscience de moi. Et en fait, quand on prend conscience de son corps aussi, donc tu prends aussi conscience de tes limites. Plus personne peut venir approcher cette ligne-là parce qu'il y a toi qui existe, quoi. Tu fais aussi ta propre limite, en fait, aussi. Exactement. Tu prends conscience de toi, mais aussi tu t'imposes aux autres. Ouais. Et je pense que c'est aussi essentiel, une limite à ne pas franchir, que ce soit dans la limite psychologique, la limite physique. Exactement, ouais. Donc là, tu dis de prendre conscience de son corps. Ouais. Est-ce que ton corps t'a appris quelque chose que ta tête, elle, n'avait pas encore pigé ? Dans le sens... Alors... Je te fais des gros yeux. C'est très... par exemple, tu vois, t'es une ex-sportive de haut niveau. Ouais, t'as été nageuse de haut niveau. T'as arrêté le sport et derrière, t'as repris. Est-ce que, je sais pas, en ayant conscience de ton corps, ce qu'il était capable, est-ce que ça t'a apporté une force ? Est-ce que ça t'a apporté... on disait que le fait de faire les choses, t'avait apporté des émotions. Est-ce que ton corps t'a appris quelque chose que ta tête, elle savait pas encore ? Par là, je veux dire que... je me vois sur Ultra, je me dis mon corps, en fait, mon corps, il est fort, tu vois. Tout le monde aujourd'hui n'est pas capable de courir des ultras, de faire des marathons, de faire des semis comme ça, alors que ça fait 2 semaines que j'ai pas couru. Est-ce que il y a eu un moment où il y a des choses que ton corps, quand tu as pris conscience que... déjà conscience de ton corps en ayant conscience en sophrologie, puis derrière, te lancer des défis, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? La principale motivation, c'était de me sentir vivante. Donc du coup, je faisais moins attention au fait que mon corps, il était fort, il était capable d'avancer. Je le sais qu'il était capable, mais moi, je vois le truc à l'inverse. En fait, je savais que dans ma tête, j'étais capable,
Donc, je donnais la confiance. En fait, j'envoyais le message là-dedans que tu te sens en confiance. Du coup, le message à mon corps, j'étais en confiance. Je sais pas si tu... Ouais, non, non, mais je vois tout à fait. C'est que ma question, elle était pertinemment un peu pas tordue, mais un peu perchée. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives déjà à faire un petit débrief de ces 3 dernières années? Bah oui. Ah oui, complètement. Est-ce qu'il y a des points pertinents sur lesquels tu as envie de OK, ça je l'ai compris, ça je l'ai compris. Il y a des choses peut-être encore aujourd'hui sur lesquelles tu as un peu des doutes ou tu t'es pas encore peut-être trouvé? Alors ça, c'est sûr que je me suis pas encore trouvée à 100%. Parce que je pense qu'on évolue en fonction des expériences de vie et les envies que j'ai aujourd'hui, ce sera peut-être différent dans quelques années. Donc j'imagine qu'il y aura de l'évolution là-dessus. Mais les points importants, c'est vraiment que pour moi, l'amour de soi, c'est la clé du bonheur. Hein. La connaissance de soi, c'est juste... c'est la clé, quoi. Parce que quand tu te connais toi, bah, tu sais exactement ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux pas. Bah, t'es libre, en fait. C'est vraiment cette liberté-là. Et c'est vraiment le point essentiel que je retiens de ces 3 dernières années. La question à se poser, à ton avis, à soi-même, pour savoir si on est bien ou pas, c'est quoi? Mais en fait, c'est tout simple. Parce que je me la suis posée il y a pas longtemps. Je vais vous raconter l'anecdote puisque elle est quand même chouette. J'ai appris au Pérou que mon chéri elle est partie vivre dans le sud. Il a une proposition de job, etc. Et avant même qu'il me demande ce que j'en pense, j'ai écouté ce qui se passait dans mon ventre. Je me suis dit, si mon ventre se serre, c'est que je suis pas en accord avec ce qui va se passer. Si mon corps il va se desserrer et que je vais me sentir apaisée, c'est que c'est OK et que je suis prête à m'investir dans une relation à distance. Donc la question à se poser, si vous êtes dans un job et vous demandez s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation et vous savez pas si ça vous convient, etc., posez juste la question à votre corps, en fait. Il faut revenir au corps, quoi. Mais finalement, j'ai la réponse à ma question que je posais tout à l'heure, que j'avais mal posée. Mais c'est génial, c'est exactement ce que je voulais aller chercher. Et de poser la question à son corps et à son ressenti personnel. Est-ce que mon cœur s'accélère? Exactement, est-ce que j'ai la gorge serrée? Ouais. Est-ce que être connecté à tout ça, c'est hyper... c'est hyper fort. Parce qu'on va tout le temps poser la question au mental, sauf que le mental, pour moi, c'est un petit hamster qui tourne dans une roue. Enfin, on a des pensées à 1000 à l'heure. Ça s'arrête jamais. Mais c'est le corps, c'est tout le temps. Juste revenir au corps et vous avez la réponse. Donc aujourd'hui, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer? L'amour de soi. Vraiment le vivre pour soi. Que vous êtes votre propre priorité. Vous pouvez avoir un chéri ou une chérie, des passions ou quoi, mais en fait, il faut toujours que ce soit vous avant tout le monde. Et je trouve qu'en plus, quand tu t'aimes de façon sainement et que tu te mets en priorité, tu sais mieux aimer les autres. L'amour, j'ai l'impression de déborder d'amour envers les autres. Et quand j'en ai plus, je me le réserve pour moi et je vais me recharger. Et après, j'en aurai encore plus à donner. Donc, je trouve que même les relations deviennent plus saines, en fait. Donc, vraiment, le fait de l'amour de soi et de vivre, genre vraiment, vivez votre vie. Il n'y a pas de casquette. Si vous êtes, je sais pas, banquier, vous n'êtes pas que ça. On peut avoir des passions. Puis j'aime bien, j'en ai parlé à mon copain puis ce matin, je lui dis, moi, je suis une middle de tout. Je cours, mais je suis pas ultra forte. Mais j'aime bien toucher à tout, parce que je suis une passionnée de la vie, parce que je pense que je regarde la vie avec des yeux d'enfant. Et je pense que les gens devraient regarder la vie comme ça. On se sent plus libre. L'enfant, quand il a envie de dessiner, il va pas se demander s'il va réussir le dessin. Il va pas chercher à avoir un résultat. Il va juste vouloir le faire et aimer ce que ça va lui procurer. Et je pense que c'est ça. C'est exactement ça que j'ai envie de véhiculer, quoi. On arrive à la fin de ce podcast. Je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre
lorsque tu étais au fond de tes ténèbres personnelles lors de ta rupture, et qu'est-ce que tu ne veux plus entendre aujourd'hui? Alors, ce que je veux plus entendre, c'est les phrases ça va aller, c'est plus grave, qu'on minimise en fait ce que la personne est en train de vivre. Ça, je suis pas du tout OK avec ça. Et ce que j'aurais aimé entendre, que en fait, il y a un truc qui a vraiment changé, c'est de se pardonner soi. Parce que souvent, quand on vit quelque chose de ultra douloureux, bah, on est notre pire ennemi. Et vraiment, le truc de rassurer, pardon, j'ai bougé ça, mais de rassurer notre petite fille intérieure. En fait, c'est pas ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai vécu ça, c'est vraiment ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais enfant. Ok. Vraiment que toutes les fois où j'ai pu manquer d'amour, où on m'a mise de côté, où je me suis sentie invisible auprès des gens, j'aurais juste voulu un câlin. Alors, je crois que ce que j'aurais voulu avoir au moment où j'étais au fond du trou, c'est juste un câlin. Parce que les gens ont tendance à vouloir nous faire parler ou parler eux-mêmes. Mais parfois, il n'y a pas besoin forcément de discuter. Juste, j'aurais voulu qu'on me console comme si j'étais un bébé une petite fille. C'est tout ce que j'avais besoin. C'est très beau ce que tu racontes. Merci. Merci beaucoup, Lison, d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. J'espère que ce podcast vous a plu. On attendra vos retours. Merci beaucoup à la production Sally on the Road d'avoir rendu cette expérience et cet échange possible. Merci beaucoup, Lison. Merci et puis, beaucoup. on se dit à très bientôt sur le podcast Elevator.